Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, votre magazine dédié à la fonction publique. Nous sommes dans la deuxième partie de votre émission spéciale consacrée au bilan des activités du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, deuxième partie de l'émission consacrée à la fonction publique. Nous sommes toujours avec M. Ninaga Fall-Soro, directeur général de la fonction publique. Alors, monsieur le directeur général, l'un des griefs des fonctionnaires porte sur la perception du premier salaire et de la pension de retraite. D'importantes réformes ont été initiées pour réduire les délais. Quels sont les résultats de la mise en œuvre de ces réformes? Ah oui, si ça, il faut dire que beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait parce que je sais que c'est le propre de l'être humain. On n'est jamais totalement satisfait, c'est vrai. Si on fait une projection en arrière de 4 ans ou 5 ans, c'est un bon qualitatif qui a été fait. Nous sommes passés effectivement d'une durée moyenne de 1 an d'attente à aujourd'hui moins de 6 mois en tout cas. Et il y a des personnes en 3 mois qui ont leur nouveau salaire. Quand ils prennent service, en 3 mois, ils ont le salaire. En tout cas, en moins de 6 mois aujourd'hui, s'il n'y a pas un problème d'authentification des diplômes, on a le nouveau salaire. Donc ça a été fait par la volonté de Madame la ministre d'État et nous avons utilisé massivement les technologies de l'information et de la communication. Donc, on n'a plus un délai d'attente pour la transmission, on n'a plus le risque de déperdition. Donc, tout cela a permis de gagner du temps. On a aussi automatisé l'acte de nomination, d'arrêté. De ce point de vue, je peux dire que beaucoup a été fait. Et le challenge, c'est qu'on ne soit plus en termes de moyenne, mais qu'on soit en mesure de dire que lorsque vous prenez service à une date donnée, en 1 mois, vous avez votre salaire. C'est le défi auquel nous travaillons et nous pensons qu'avec les améliorations continues et la participation de nos partenaires, parce que c'est la question, la fonction publique a des partenaires qui sont déjà les directeurs des ressources humaines des ministères, mais aussi et surtout la direction du contrôle financier, qui relève donc du ministère des Finances et du Budget et qui également devra jouer un rôle pour qu'on aille à cette célérité dans le traitement des dossiers de premier mandatement. Sur la question de la pension de retraite, c'est l'autre versant. Oui. Premier mandatement, première pension, donc on essaie de travailler sur les deux versants. Et à ce niveau-là aussi, l'idée et le principe annoncé par Madame la ministre d'État, c'est de faire en sorte que la première pension suive le dernier salaire. Voilà, pour ne pas qu'il y ait de rupture de rémunération du fonctionnaire. Donc sur ça, il y a plusieurs choses qui ont été faites en liaison avec l'institution de prévoyance sociale CGRAE, Caisse générale de retraite des agents de l'État. Aujourd'hui aussi, il y a eu ce qu'on appelle l'uniformisation de la date de départ à la retraite, qui permet aujourd'hui de dire à tout fonctionnaire qui est né au cours d'une année qu'ils vont tous à la retraite au 31 décembre de l'année. L'idée étant que le dossier ou les dossiers de tous ces cohortes qui vont au cours de l'année soient déjà prêts et transmis à la CGRAE pour qu'à fin janvier, donc le premier mois qui suit le 31 décembre, à fin janvier, la CGRAE paye la pension de ces personnes. Donc c'est ici le lieu de lancer un appel aux fonctionnaires pour vraiment s'inscrire dans cette dynamique en faisant les démarches administratives qui leur incombent, de sorte que dès janvier, ils soient pris en compte. La CGRAE est sensibilisée et prête à relever ce défi de dernier salaire, première pension. Donc j'en appelle à la responsabilité de tous pour que cela soit une réalité. Tout à fait. Alors, l'une des innovations de l'exercice 2024 a été l'organisation, on peut dire réussie, du recensement biométrique des agents, des fonctionnaires et agents de l'État. Quelles sont les raisons de cette opération d'envergure et quels sont les premiers résultats? Merci beaucoup. Effectivement, c'est un projet. Le gouvernement a donné son accord pour la mise en œuvre de ce recensement biométrique avec en plus une prise en charge par le budget de l'État. Voilà. Donc, autorisation, mais prise en charge. Maintenant, pourquoi on en est arrivé là? Vous savez, la fonction publique organise de manière régulière les recensements. Ce n'est pas la première fois. Ceux qui sont des anciens fonctionnaires le savent.
on a déjà eu à faire des recensements par le passé. Et c'était des recensements physiques. Il fallait se présenter à un guichet avec des formulaires qu'on remplissait et qu'on déposait pour montrer qu'on était là et qu'on est effectivement un fonctionnaire qui existe. Voilà. Après, avec l'avènement de ce que nous appelons le SIGFAE, le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État, qui est donc un applicatif informatique qui permet de gérer les ressources humaines de l'État, entré en vigueur depuis 2015, on a développé un module de contrôle de présence électronique. Tout à fait. Donc, il y a une évolution par rapport au contrôle physique qui se faisait. Mais en quoi il consiste ce contrôle électronique? Il consiste pour chaque chef de service, donc chaque chef d'unité administrative, de se connecter dans le système. Et lorsqu'il se connecte, il voit tout le personnel qui travaille chez lui dans le système. Et c'est à lui de dire qui est présent ou qui est absent. Voilà. Donc, sous sa responsabilité exclusive, on procède à ce qu'on appelle le contrôle électronique en pointant devant chaque agent présent ou absent. Et ce sont ces résultats-là qu'on traitait pour dire monsieur ou madame est effectivement présent ou est absent. Dans l'absolu, c'est un système qui est bon, puisqu'il donne la responsabilité au chef d'unité de dire si ses collaborateurs qui sont dans son service viennent au travail ou pas. Donc, dans l'absolu, c'est bon. Sauf que dans la réalité, les hommes ne sont pas toujours conformes à les protocoles qu'on leur donne. Lorsqu'on a doublé ces contrôles électroniques de petits contrôles physiques, on s'est rendu compte que certaines personnes ont été pointées présentes dans le système, alors qu'elles sont absentes en réalité sur le terrain. Donc, c'est une faiblesse de ce dispositif que les personnes ont utilisé. Donc, c'est vu cette faiblesse que le gouvernement a demandé de passer à une autre étape, qui est donc le contrôle biométrique. Alors, le contrôle biométrique, comme son nom le dit, vient utiliser un élément du corps de l'intéressé lui-même pour faire le contrôle. Donc là, on ne peut plus être complice d'une personne si elle-même n'est pas là. Donc c'est dans la perspective de ce contrôle-là qu'on a décidé de faire le recensement biométrique, qui consiste en réalité de venir ajouter la biométrie à notre base de données qu'on a déjà. Parce qu'on a déjà une base de tous les fonctionnaires et elle n'était pas biométrique, elle était électronique. Donc on va ajouter la biométrie, ce qui va permettre aussi, au-delà de la question du contrôle, de sécuriser cette base et de sécuriser la situation des fonctionnaires, parce qu'on a connu des situations de détournement d'identité. En ce qui concerne le bilan de ce qu'on a fait, on visait, pour cette phase en tout cas, 311 000 fonctionnaires à recenser au bilan à mi-parcours, parce qu'on a fini le 22 novembre, donc on est en train de consolider les résultats. On est à environ 93% de taux de réalisation. Voilà. Donc, il y a 7% de personnes qui attendues, qui ne se sont pas fait recenser de manière biométrique. Globalement, il y a toutes les personnes qui sont en activité à l'étranger, puisqu'on n'a pas déployé les dispositifs hors du pays. Donc, déjà, ces personnes-là, c'est sûr, à cette certitude, elles ne se sont pas fait recenser. Et il y a d'autres qui sont également en formation hors du pays. Donc, ce sont ces résiduels-là, donc, qui représentent environ 7% de l'effectif qui ne se sont pas encore fait recenser. Donc, on fait le point et on verra comment traiter ces situations particulières. L'idée étant de faire en sorte que tout le monde soit recensé biométriquement. Monsieur le directeur général, on ne saurait clore cet entretien sans aborder la question du renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'État. Quels sont les dispositifs mis en place pour assurer la formation continue et le renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'État? Quel bilan pouvons-nous faire pour l'année 2024? La formation a connu une seconde vie sous Mme Anne Désiré Oloto, parce que depuis 2022, sous son leadership, la Côte d'Ivoire s'est dotée de ce qu'on appelle les documents de cadrage de la formation continue, à commencer par un document de politique nationale de la formation continue, qui donne la vision. Et c'est la vision qui permet d'être efficace dans l'opérationnel. Aujourd'hui, on a ce document qui existe et qui a été adopté en Conseil des ministres. À partir de là, on a pu également se doter du nouveau statut général qui fait de la formation continue un droit. Un droit pour le fonctionnaire, et donc l'État se donne les moyens d'assurer ce droit-là. Donc c'est vraiment ce cadre qui a été fixé pour donner un nouveau souffle
à notre formation continue. En termes donc d'opérations, d'accompagnement, de renforcement des capacités, il y a notamment le programme triennal de management des administrations publiques qui a été exécuté sur 3 ans et qui a pris fin cette année, donc 2022, 2023, 2024. Donc on a fini cette année, qui a permis de former environ 3000 hauts cadres intermédiaires et chefs de service. Donc on a essayé de balayer la chaîne d'exécution des activités de l'administration. Et à côté, on a eu, sous l'impulsion de Mme la ministre d'État, ce qu'on appelle la formation au leadership féminin. Un leadership féminin qui s'est fait sur 2 ans, 2023 à 2024, à raison de 500 femmes en 2023 et 500 en 2024, pour permettre aux femmes qui sont dans notre administration de dépasser les limites culturelles et psychologiques du frein à leur positionnement stratégique dans notre administration. Parce que là où il y a la femme, on s'est rendu compte que les choses aussi avancent très bien. Madame Anne Désirou Loto en est la preuve vivante. Oui. Donc, elle ne pouvait pas ne pas dupliquer cela avec ses sœurs qui sont dans notre administration. Donc, voilà ce qui est vraiment fait comme moteur essentiel de la formation pour l'année 2024. D'accord. Alors, l'un de vos engagements a été également de déconcentrer les services de la fonction publique afin de les rapprocher des populations. À quel niveau de réalisation sommes-nous à ce jour? Là-bas, on peut dire que la déconcentration en termes institutionnels est à 100%, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble des directions régionales a été créé et est fonctionnel. Donc, on a épousé le découpage administratif de la Côte d'Ivoire. Donc, chaque région administrative a une direction régionale qui fonctionne, avec donc un directeur régional et une équipe avec le minimum de ce qu'il faut pour travailler. Là où il y a des efforts à faire et que Mme la ministre d'État a déjà commencé, elle a appelé ça le repositionnement des directions régionales, qui consiste en réalité à leur donner les moyens pour être des relais en région de ce qui se fait ici au niveau central. Dans cette vision, Mme la ministre d'État a également réactivé ce qu'on appelle les antennes de la fonction publique, qui sont des structures spécialisées en matière de formation, on en parlait tantôt, et qui sont en région totalement dédiées à la question de la prise en charge de la formation et du renforcement des capacités de nos collaborateurs qui sont en région. Nous arrivons au terme de notre entretien. Quelles sont les perspectives au titre de la fonction publique pour l'année 2025? Merci beaucoup. Les perspectives, c'est d'abord de continuer, renforcer nos acquis, mais monter en puissance sur la question de la formation continue dont on a parlé. Le défi de 2025 sera pour nous de commencer à exécuter ce qu'on appelle le plan national de formation. C'est un plan qui a été élaboré, co-construit avec l'ensemble des acteurs, les ministères, mais qui n'a pas encore commencé. Sa mise en œuvre n'a pas encore commencé. Donc notre défi, c'est de faire en sorte que 2025 connaisse le début de la mise en œuvre de ce plan national de formation qui est triennal, donc 2025, 2026, 2027. À côté de cela, le défi du référentiel des emplois et des compétences. Je vous ai dit que le gouvernement a acté la généralisation. Il faut passer à la mise en œuvre de cette généralisation. Et un autre élément fort pour 2025 que nous attendons, c'est l'évaluation des fonctionnaires. C'est une question que les fonctionnaires n'aiment pas trop qu'on aborde, mais qui fatalement va être mise sur la table puisque le statut général a évolué déjà sur la question. C'est notre nouveau texte. Il a remplacé la notation classique que les anciens fonctionnaires connaissent par la notion d'évaluation. Et la notion d'évaluation renvoie forcément à votre capacité à faire progresser l'entité au sein de laquelle vous êtes. Voici globalement les défis que nous entrevoyons pour l'année 2025, qui sera une année particulière, comme vous le savez aussi, pour le pays, mais qui nous amène parallèlement à cet agenda politique fort, à travailler, à maintenir notre administration en éveil pour qu'elle soit toujours performante au service de la nation. Monsieur le directeur général, merci pour ce bilan ainsi que les perspectives données en termes de fonction publique pour l'année 2025. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous
de l'avoir suivi. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site www.fonctionpublique.gouv.ci. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante, au service de tous. Bonsoir.